Donc, ça enregistre. Magnifique. Merci, Catherine. Bon, on en est à 31 spectateurs pour le moment, plus 4 conférenciers. Donc, on a atteint le chiffre magique de 35. Donc, je pense que c'est un bon moment pour débuter. Donc, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous compter nombreux, encore une fois, présents en ligne pour cette seconde édition en français de la série webinaire de Fibrose Cystique Canada, Demandez aux experts. Je me présente, Olivier Jérôme, je suis directeur général régional pour Fibrose Cystique Canada pour la région du Québec. Je suis aujourd'hui en ligne avec notre chère coordonnatrice aux communications que vous connaissez, Catherine Réaume. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous ce soir. Donc, premièrement, nos experts, le docteur Patrick Daigneault de Québec et pour une seconde fois avec nous, le docteur André Quentin du CHUS de Sherbrooke. Merci. Merci aussi aux nombreux membres de notre communauté qui sont déjà en ligne, puis à tous ceux qui continuent de se joindre. Je vois que le nombre de spectateurs continue de monter. Donc, cette série webinaire, comme vous le savez, c'est né d'un besoin sans précédent de notre communauté d'avoir des réponses à leurs questions en ces temps exceptionnels. Donc, on comprend tous que la présente pandémie amène son lot d'incertitudes, de questions, d'inquiétudes, tant sur le plan de la santé en général pour nos familles FK, mais aussi sur comment vivre au quotidien cette nouvelle réalité. Donc, c'est ainsi qu'au cours des prochaines semaines, comme on l'a déjà fait il y a 2 semaines, nous allons continuer de tenir ce type de webinaire aux 2 semaines avec nos experts cliniciens FK, type de conférenciers, pour répondre à vos questions. Ces séances seront toutes enregistrées et mises à votre disposition sur la chaîne YouTube. Parlant d'enregistrement, donc la première édition du 16 avril dernier a été un fort succès. Les réponses portées par les docteurs Popa d'Abitibi et Dr Quentin furent très instructives et ô combien rassurantes. Par contre, on a eu un petit pépin technique lors de la conversion des fichiers, un problème de synchronisation entre la vidéo et l'audio qui fait que le fichier est toujours entre les mains de Zoom. Ils nous ont bien dit que c'était possible de reconvertir le fichier source, mais vous savez, il n'y a rien de garanti lorsqu'il s'agit d'ETI. Donc, ce soir, pour le bien de ceux qui ont manqué le premier webinaire, on va revenir très brièvement sur certaines questions, des questions d'intérêt général, la base de la COVID et de la FK, parce que la pertinence aussi de ces webinaires-là, ça tient aussi dans la fréquence à laquelle on va reporter les différentes réunions. Les réponses, le docteur Quentin l'a très bien dit la semaine, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Les réponses d'il y a 2 semaines ne seront sans doute pas nécessairement les réponses d'aujourd'hui, qui ne seront sans doute pas les réponses à venir dans 2 semaines. Donc, voilà où nous en sommes. Avant de débuter, quelques détails quant au déroulement de la séance. Donc, premièrement, vous allez sans doute remarquer que vous pouvez uniquement voir la vidéo de nos conférenciers et moi-même. Donc, dans ce format de webinaire, les micros de l'auditoire sont désactivés. On est quand même beaucoup en ligne. La dernière fois, on est monté jusqu'à 78. Pour ces raisons-là, pour s'assurer de la qualité du son pour tous ceux qui assistent, à ce moment-là, tout le monde est mis sur muet. On a encore une fois reçu un grand nombre de questions de la communauté au cours des derniers jours. Donc, merci à tous pour votre participation. On a corrigé le tout. On a aussi récupéré des questions reçues il y a 2 semaines. On a groupé ça en différents thèmes. Donc, bien évidemment, comme je l'ai dit, on va revenir sur la FK, la COVID, les soins cliniques. On va peut-être passer moins de temps sur ce qui est isolation, quarantaine, prévention des infections. Un peu moins de temps aussi sur emploi et soutien financier. Les ressources se sont organisées. On va continuer à parler un peu de l'accès, puis on va bien sûr couvrir le sujet du jour, le déconfinement à venir et la réouverture des écoles pour ce qui est de l'âge primaire et la petite enfance. Sachez que vous pouvez à tout moment, pour ceux qui sont en ligne, interagir avec nous dans la section Q et R, dans le bandeau en bas de votre écran. Même principe, on va filtrer les questions, on va les rassembler. Donc, votre question pourra peut-être être répondue, peut-être pas textuellement dans son énoncé, mais elle va peut-être avoir été jumelée avec la question d'un de vos semblables en ligne. Donc, sans plus tarder, je débuterai par demander à nos experts de se présenter en quelques mots. Donc, Dr Daigneault. Oui, bonjour. Je suis Patrick Daigneault, je suis pneumologue pédiatre. Je suis le directeur de la clinique de fibrose kystique
au CHU de Québec, à Québec. Ça fait une quinzaine d'années que je suis là-bas. Puis, j'ai été brièvement à l'hôpital Sainte-Justine avant, mais ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis à Québec. Parfait, merci. Docteur Quentin? Oui, André Quentin, bonjour à tous. Je suis le pneumologue co-directeur de la clinique pour adultes de fibrose cystique à l'Université de Sherbrooke, au CHUS. Je ne dirais pas combien d'années que je suis ici, mais c'est un peu plus que Patrick. Mais ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Je pense que ça a été très, très intéressant, les questions d'il y a 2 semaines, puis je pense que ça va être encore la même chose. Alors, merci de votre présence. Magnifique. Alors, commençons d'emblée. Comme j'ai dit sur la FK, la COVID-19. Certaines d'entre elles ont déjà été répondues, mais pour le bien de tout notre auditoire, on va y retourner très brièvement en début de séance. Donc, on le sait, la pandémie a imposé des changements majeurs dans bien des secteurs. Le secteur de la santé connaît une demande sans précédent, puis a vraiment dû se réorganiser tout en imposant de nouvelles mesures de prévention des infections. Donc, expliquez-nous, peut-être en commençant par le docteur Daigneault, comment votre centre, votre clinique FK s'est adapté à cette nouvelle réalité associée à l'arrivée de la COVID? Bien, c'est certain que la clientèle FK a déjà une grande habitude sur la façon de fonctionner dans un contexte d'éviter de contaminer ses voisins, de contaminer les autres patients. Et les gens qui font partie de la clinique interdisciplinaire sont aussi habitués à éviter de contaminer les patients. Donc, il y a quand même de l'organisation qui était déjà faite. Vous le savez, partout dans les cliniques du Québec, il n'y a pas de salle d'attente dans les cliniques. Et on est habitué à placer les patients dans des bureaux, à éviter que les patients se croisent en chemin, à faire des vagues de patients pour éviter les contacts. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient déjà mises en place. Dans notre cas, c'est sûr que la plupart du temps, pour tous nos patients, on portait déjà blouses et gants, puis très souvent des masques pour aller voir nos patients. On a renforcé cette partie-là. Reste que les règles actuelles faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas voir tous les patients en personne. Donc, on a réorganisé notre clinique. On s'est assuré que les patients qui avaient des besoins qu'il fallait absolument voir en personne pour ce qui est de faire des spirométries, des cultures d'expectoration, des cultures de gorge, on les voit en personne à ce moment-là. On essaie de voir un minimum de patients dans une clinique, 1 ou 2 patients en personne. On voit quelques patients par Zoom, exactement comme ça, où on peut voir. Puis ça, l'accès est variable d'une clinique à l'autre parce qu'il y a une question de fonctionnement dans chaque hôpital sur ce qui est possible. Puis les autres patients, on les voit par voie téléphonique. La clinique interdisciplinaire s'est maintenue, c'est-à-dire que notre nutritionniste est encore là, la physiothérapeute, notre infirmière, la travailleuse sociale, tous les membres de l'équipe peuvent voir à tour de rôle le patient. Donc, c'est-à-dire par Zoom, je vais passer mon tour, je vais sortir de l'écran, puis je vais aller dans un bureau, puis ma collègue va venir parler avec les patients. Puis au téléphone, c'est la même chose. J'appelle le patient, je lui parle, tout ça. Je lui dis, parfait, la nutritionniste va vous rappeler tantôt. On raccroche, puis la nutritionniste va téléphoner. Donc, c'est des façons qui se sont adaptées pour fonctionner. Puis écoutez, ça fonctionne très bien. C'est certain qu'il faudra voir à moyen terme, à long terme, on ne sait pas l'avenir. On espère que certaines petites choses vont pouvoir demeurer dans le futur. Mais il y a plusieurs éléments qui nous sont inconnus, qui fait qu'on ne peut pas déterminer si ça va être faisable à long terme. Mais en ce moment, je trouve que ça fonctionne quand même bien. On voit à peu près le même nombre de patients au total qu'à l'habitude. Magnifique. Docteur Quentin, en Estrie, à Sherbrooke. Oui, c'est essentiellement les mêmes commentaires. On avait déjà les mesures d'isolement pour ne pas transmettre des microbes. Le port du masque est maintenant obligatoire, mais on voit très, très peu de personnes depuis 6 semaines dans nos cliniques. Le téléphone est un outil qu'on utilise beaucoup, un peu moins le Zoom, mais beaucoup de téléphones. Puis, renouvellement des prescriptions par fax, mais ça se faisait souvent comme ça auparavant. Ce qui doit être fait est fait, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui doit avoir un contrôle d'enzymes hépatiques, on s'organise pour avoir les prises de sang. Par contre, il y a des choses qu'on aimait bien avoir, qu'on n'a plus. On n'a plus la fonction respiratoire, les cultures d'expectoration.
Je dirais que ce n'est pas optimal, mais on n'a pas l'impression que dans ce délai de 5-6 semaines qu'il y a eu des préjudices majeurs. Je pense qu'un jour, on va revenir plus proche de ce qu'on faisait auparavant. Mais c'est pour l'instant, je crois que le préjudice est gardé au minimum, mais ce n'est pas idéal. Puis, si je peux ajouter, on a demandé à nos patients qui avaient des balances à la maison, pour nos patients en l'âge pédiatrique, l'évolution du poids est importante. Donc, on leur a demandé essayez de peser votre enfant une fois de temps à autre pour nous donner un peu une idée de la progression. Ça nous a aidés. Les cultures, effectivement, comme dit Dr. Quentin, c'est difficile. Dans certains cas que c'était obligatoire, on a réussi à faire transmettre des petits pots par les pharmacies pour avoir des cultures que quelqu'un vient déposer à l'entrée de l'hôpital qui est ramassé par notre infirmière. Mais à chaque fois, c'est beaucoup plus de travail pour nos équipes. Là. Mais dans certains cas bien spécifiques, on essaie de faire en sorte que ça puisse se faire. Magnifique. Beaucoup d'organisations, puis un très bon système D. Fait que tout ça ensemble fait en sorte que la pratique continue pour le bien de nos familles FK. Donc, merci d'avoir répondu. Question qui revient encore, malgré qu'on soit bientôt maintenant plus de 6-7 semaines là, dans cette nouvelle réalité-là. Toujours cette curiosité à savoir que les premiers symptômes de la COVID sont semblables à ce que peuvent vivre au quotidien les personnes atteintes de fibrose kystique. Je vais citer la personne. Donc, Chantal demande encore cette semaine à quoi devrions-nous porter plus grande attention pour suivre l'évolution de leur état de santé parmi les signes là, que la maladie peut présenter dans ses premiers jours? Je peux commencer. C'est sûr que les symptômes, en fait, ce qui est très fréquent, c'est de ne pas avoir de symptômes. Donc, c'est la première chose. Il faut être conscient qu'on peut avoir la maladie puis pas avoir les symptômes. Donc, il faut quand même respecter les consignes le plus possible. C'est sûr que si on vit dans la même maison, il n'y a pas moyen d'éviter d'être en contact, mais si on peut éviter de venir en contact quand on va dans le public, peut-être porter un masque pour essayer de ne pas propager des postillons involontairement. Donc, ça, c'est les consignes parce qu'on n'est pas symptomatique souvent. Les symptômes, ce qui est semblable à la fibrose kystique puis une exacerbation, c'est la toux, particulièrement le fait de se sentir fatigué. Mais il y a quelques éléments qui sont souvent plus dominants chez les personnes adultes, je dirais. Les enfants, c'est probablement un peu différent, mais plus on vieillit, plus on dirait que la maladie frappe fort. Les facteurs qu'on peut commencer à s'inquiéter, je pense, c'est si on se sent très, très fatigué qui dépasse la fatigue normale d'une exacerbation qu'on est habitué. Si on a de la fièvre, c'est un signe important. Si on a des douleurs, des malaises partout, mal à la tête, on sent comme si on était très grippé. Puis les gens qui la font de façon plus sévère n'ont même pas l'énergie pour se lever. Ils n'ont vraiment plus le goût de manger. Ils ont un peu la nausée. Puis plusieurs personnes ont une perte de l'odorat et du goût de la nourriture, puis maigrissent assez facilement. Donc, en fibrose kystique, j'imagine que ça serait tous des facteurs qu'il faudrait surveiller un peu plus attentivement. C'est plus violent, en général, lorsque c'est sévère, c'est plus violent qu'une exacerbation légère de fibrose kystique. Donc, ce serait cliché de dire que c'est comme une grosse grippe, une influenza, une pneumonie? Quel comparatif on peut faire? C'est un peu comme une grosse grippe, effectivement. Les facteurs comme ça, c'est la fièvre qui va sortir. La perte de l'odorat peut être un autre facteur. La toux, ce qu'on me dit, c'est que la toux est tellement intense que ça fait mal dans la poitrine. On veut éviter de tousser, mais on n'est pas capable parce que c'est vraiment très intense. Donc, c'est l'intensité des symptômes, puis la sévérité de la fièvre, puis la sévérité de la fatigue. On sait que c'est pas comme d'habitude. Et docteur Daigneault, vous de votre côté, peut-être rebondir là-dessus en faisant une espèce de parallèle où on sait que les enfants vont vivre la COVID de façon différente de la population adulte. On sait que la population fibrokystique pédiatrique versus adulte va aussi présenter certaines différences.
Si on met tout ça ensemble, COVID, FK, pédiatrique, adulte, est-ce qu'il y a différentes façons dont la maladie va se traduire en fonction de la population? C'est certain qu'on n'a pas beaucoup de recul. Nos patients d'âge pédiatrique, les enfants avec la fibrose kystique, il y en a beaucoup qui ont très peu de symptômes habituellement. C'est certain que, cependant, plus ils sont jeunes, plus ils vont attraper plusieurs virus au cours de l'année. Heureusement, on n'est pas en janvier, février, ce qui mêlerait beaucoup plus les cartes. Mais à ce temps-ci, quand même, chaque année, en mai, juin, il y a des virus qui ressortent et il va y avoir d'autres virus encore qui vont être présents. Fait que c'est certain qu'on a beaucoup de patients qui se font tester pour la COVID parce qu'ils font de la fièvre, parce qu'ils ont de la toux, puis il n'y en a pas beaucoup qui reviennent positifs. Il y en a beaucoup qui ont des rhinovirus et d'autres virus, mais effectivement, comme le dit le Dr Quentin, les patients ont des symptômes qui sont souvent exagérés pour la COVID. Il y en a qui ont des symptômes digestifs aussi également. Il y en a qui ont de la diarrhée ou des maux de ventre. Puis ça, on voit ça avec l'influenza aussi dans certains cas. Là. Donc, tout ça est interrelié. Il y a des parents influenza qui peuvent ressembler à avoir ça. Donc, c'est très difficile de faire la différence. Je crois qu'il y a l'autre symptôme qu'on voit souvent en fibrose kystique qui peut être présent chez les patients qui vont faire une COVID, c'est l'essoufflement, un essoufflement qui peut être parfois exagéré. Mais écoutez, ça fait beaucoup de symptômes qui peuvent interrelier. Chez les enfants, la particularité, c'est qu'il y en a encore beaucoup plus qui n'ont aucun symptôme ou des symptômes extrêmement mineurs. Il y en a beaucoup qu'on dirait que la maladie, que ce virus-là a l'air de rester dans la gorge et le nez chez les enfants. Ils vont avoir des symptômes du nez, des symptômes de picotement de la gorge, du douleur de la gorge, avec parfois un peu de fièvre chez moins de la moitié des patients. Puis c'est tout. Donc, c'est très difficile à aller chercher. C'est pour ça qu'on n'a pas tant de cas positifs que ça, parce que je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont assez malades pour justifier de faire le test. Donc, quand on essaie de déterminer le nombre de cas qu'il y a dans la province d'enfants, c'est ceux qui sont diagnostiqués, c'est parfois parce qu'ils ont eu un contact positif, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été malade dans la famille, dans l'entourage immédiat, mais très souvent, l'enfant seul, souvent les symptômes sont trop mineurs pour consulter. Il y a des exceptions, mais la très grande majorité ont très peu de symptômes. Très intéressant. Pour compléter notre petit tour d'horizon sur les bases du sujet, on le sait, nos familles FK sont des champions dans ce qui est de la prévention des infections, les bonnes habitudes d'hygiène au quotidien, ce qui devient une nouvelle réalité pour le commun du mortel et faisait déjà partie du quotidien de nos familles. À quel point les membres de la communauté FK doivent continuer de prendre des précautions ou doivent-ils prendre des précautions additionnelles sur ce qui a été recommandé par les autorités? Bien, je pense que si les gens respectent les consignes qui ont été données, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. C'est certain que quand on a une maladie comme la fibrose kystique, on a déjà une santé avec parfois chez les adultes, des fois aussi chez les adolescents, les jeunes enfants, on peut avoir une atteinte plus sévère, puis on a perdu un peu de capacité, un peu de fonction respiratoire. On peut avoir l'oxygène qui est un peu à la limite des valeurs normales. Donc, on a certainement avec raison plus peur de tomber malade rapidement. Il y a pas encore beaucoup de données. Dr. Daigneault me disait en entrée de conférence que les données vont sortir peut-être cette semaine. En tout cas, l'article qui revise les symptômes et les manifestations en fibrose kystique, ça a été revu déjà, puis c'est déjà en voie d'être publié. Ça semble être positif dans le sens que la maladie ne semble pas être plus sévère en fibrose kystique que chez la population en santé. Je dis ça, puis il faut prendre ça avec un grain de sel. On n'a pas vu la publication. Mais je pense que c'est très important, malgré tout, de prendre les mesures qui sont recommandées. Il ne faut pas non plus aller à l'excès de l'autre extrême. Je pense, comme on disait, les gens qui sont habitués à vivre avec cette maladie-là ont pris des bonnes habitudes de se laver les mains souvent, de porter le masque, de protéger les autres. Je pense que ça, c'est un des avantages de porter le masque, c'est qu'on se protège, mais surtout on protège les autres au cas où on serait porteur de la maladie sans le savoir.
de garder nos distances. C'est toutes des bonnes recommandations. J'hésite à dire, bien, il faudra en faire beaucoup plus. Là, je ne crois pas que c'est nécessaire, mais faut respecter ce qui est recommandé. Effectivement, je pense qu'il faut continuer le lavage des mains régulier quand on va à l'extérieur, quand on fréquente les lieux publics, que ce soit l'épicerie ou quoi que ce soit, comme ce qui est recommandé pour la population générale. Un des éléments qu'on aborde avec nos familles, c'est certain que si nos patients ont un fond de symptômes, toujours un petit fond de toux, etc., s'ils vont dans le public, ben ils peuvent, s'ils ne portent pas de masque, s'il n'y a pas de protection, hein, parfois ils peuvent être regardés un petit peu plus. Puis j'ai des familles qui m'en ont parlé là, du fait que leur enfant toussait alors qu'ils étaient allés à l'épicerie avec ou quoi que ce soit. C'est certain que les gens, l'entourage, les gens vont être inquiets s'ils voient des gens qui toussent et qui ne portent pas de masque. Donc, il y a cet élément-là supplémentaire qu'il faut juste que les familles réalisent que c'est vrai que les gens qui ne savent pas peuvent avoir une inquiétude supplémentaire. Donc, oui, protéger les autres aussi, ne serait-ce que pour protéger contre l'inquiétude que les gens peuvent avoir autour d'eux. Oh, vous êtes muet, M. Jérôme. Merci, Dr. Daigneault. Donc, dernière question avant d'aller sur le bloc. Une question qui vient en ligne, qui est un peu en lien avec la réorganisation des soins en clinique. Donc, Isabelle demande si on doit visiter la clinique, est-ce qu'il faut d'abord être admis à la clinique? Comment est-ce qu'il y a un certain filtre à l'entrée? Est-ce qu'on doit s'exposer à des aires communes additionnelles? Bref, je regroupe certaines questions entre elles, là, mais c'est ce qui vient de nous être posé là, dans la chat room. Donc, je pense pour une visite imprévue, donc on ne se sent pas bien, on veut avoir l'avis de notre médecin, puis on nous recommande ou on pense que c'est mieux de se présenter en personne. Je pense que les visites doivent être... première chose, c'est qu'il ne faut pas négliger sa santé. Il y a beaucoup plus de risques d'avoir une détérioration de sa maladie de base en la négligeant que d'attraper la COVID puis avoir des conséquences négatives. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Il ne faut pas négliger sa santé. Je pense que le principe de base, c'est de préparer sa visite. Même si c'est une visite d'urgence, on peut quand même prendre deux minutes puis dire, là, qu'est-ce que j'ai comme problème? Est-ce que je fais de la fièvre? Est-ce que j'ai des diarrhées? Je me sens très essoufflé, c'est pas normal, je me sens très grippé. Bien, là, à ce moment-là, il faut expliquer les symptômes. Si vous avez accès à l'infirmière ou au médecin de la clinique, c'est la meilleure chose. Si c'est une fin de semaine, vous n'avez pas accès, mais l'autre possibilité, c'est d'appeler le médecin de garde de votre unité de soignante, parce qu'il y a toujours un pneumologue ou un médecin de la clinique qui est de garde. Et si ça, ce n'est pas possible, l'autre chose, c'est d'appeler la ligne spécialement dédiée aux symptômes de COVID qu'on voit depuis 6 semaines. On va se faire conseiller. Chaque région a un site de dépistage pour la COVID, puis ils vont vous enligner vers ce site-là. Mais si ce n'est pas, particulièrement des symptômes qui ressemblent à la COVID, ce qu'on fait, nous, à Sherbrooke, c'est qu'on va prévoir la visite, s'assurer qu'il n'y a personne dans la salle d'attente, que la personne qui arrive à l'hôpital porte son masque, comme on est toujours supposé de faire, de toute façon, se dirige sans aller nulle part ailleurs, directement à la salle où l'examen va avoir lieu. Et ça, c'est planifié avant la visite. Et le soignant, l'infirmière, le médecin attendent le patient qui vient. Donc, il n'y a pas de période d'attente pour s'inscrire de dossier, inscrire des choses. Donc, pour nous autres, ça a fonctionné très bien jusqu'à date. On n'a pas eu l'impression qu'on mettait nos patients en danger. Notre hôpital, heureusement, est situé n'est pas dans la zone où les cas de COVID sont hospitalisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas chez nous, mais on diminue les risques au minimum de cette façon-là. Si une personne est plus malade, essoufflée, fait de la fièvre, est pas mal sûre qu'elle ne pourra pas éviter l'hospitalisation, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une chambre déjà d'avance, puis on dirige la personne directement à la chambre et la personne est examinée dans la chambre d'hôpital.
Le pire qui va arriver, c'est que si on l'a admis pour rien, puis que la personne peut retourner chez elle, bien, on va annuler l'hospitalisation, puis on va faire nettoyer la chambre, puis ça va servir à quelqu'un d'autre. Donc, on aime mieux se tromper et admettre des gens pour rien que de faire attendre les gens en salle d'attente, à la salle d'urgence ou au bureau d'admission. Donc, il y a comme des façons d'être plus efficaces lorsque les gens ont besoin de se rendre à l'hôpital, puis ça se planifie avec votre équipe soignante. Le principe est grossièrement le même à Québec, effectivement. Je crois qu'on essaie de prévoir les visites. Il y a des gardes de sécurité à l'entrée de l'hôpital qui ont un ordinateur avec toutes les visites de l'hôpital. Et si les gens sont enregistrés, vous dites, OK, j'ai un rendez-vous avec notre infirmière, avec Dr. Daigneault. Ils vont vérifier, oui, parfait. Ils vous remettent un masque, ils vous demandent de vous laver les mains. Il y a quelqu'un qui vient vous charger puis qui vous emmène à la bonne place pour éviter, parce qu'il y a des chemins dans l'hôpital, il y a des escaliers pour les cas froids, qu'on dit, et des cas tièdes, donc des cas possibles, potentiels. Même chose pour les ascenseurs. Donc, il doit y avoir une direction pour aider aux gens d'éviter les endroits potentiellement contaminés. Donc, c'est très, très bien organisé dans les hôpitaux dans ce sens-là. C'est qu'on s'assure que les patients dont le risque de faire une COVID est faible se passent dans des endroits qui ne sont pas à risque. Puis les patients qui sont considérés tièdes. Puis souvent, les patients de fibrose cystique qui ont une exacerbation, bien, malheureusement, ont des symptômes qui ressemblent. Ils vont être placés dans le tiède en premier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des contacts avec la COVID, pas du tout. Ils vont être dans une chambre tout seuls, mais on va s'habiller comme s'il y avait un potentiel parce qu'à ce moment-là, on met une visière, on met le masque en conséquence. Puis on va pouvoir aller examiner le patient. Si on finit par dire non, on ne croit pas, c'est une exacerbation habituelle, à ce moment-là, bon, on peut ressortir le patient, le retourner chez lui. Si on veut l'hospitaliser, bien là, on va le mettre dans la zone tiède, on va faire le test pour le COVID. Puis, si le test est négatif, bien là, le patient peut être déplacé dans les zones d'hospitalisation selon le statut, puis ça fonctionne de la même façon pour tous les patients. Parfait, merci. Donc, on va maintenant se pencher sur le sujet de l'heure, le retour à l'école. Le gouvernement Legault a annoncé hier le retour en classe volontaire pour les enfants du primaire et pour les enfants en centre de la petite enfance, tout en indiquant clairement que pour les enfants atteints de maladies chroniques ou autres, ou encore les parents qui eux-mêmes sont atteints d'une maladie chronique ou autre. Bref, le confinement devrait se poursuivre pour l'ensemble des membres de cette cellule familiale. Il semble avoir beaucoup plus de questions que de réponses. Je sais que c'est très tôt encore. Le 11 mai et le 19 mai sont encore bien loin, mais il reste que plusieurs parents semblent être déchirés dans cette espèce de prise de décision. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter aux propos du premier ministre pour peut-être Dr. Daigneault? Oui. Donc, premièrement, c'est certain qu'on l'a appris en même temps que tout le monde sur le lundi midi, lundi 13h, que le déconfinement se déroulait pour les garderies et les écoles primaires, pas pour les écoles secondaires, les cégeps et les universités. Et la phrase qui est sortie de la bouche du premier ministre, c'était « Mais si vous avez un enfant qui a une maladie chronique, vous devrez rester à la maison, il devrait rester à la maison. » Donc, c'est certain que tout le monde s'est retourné en disant « Bon, qu'est-ce qu'une maladie chronique, premièrement? Qu'est-ce que ça veut dire? » Pour la fibrose cystique, c'est simple ou c'est relativement simple. Pour d'autres maladies comme l'asthme, c'est beaucoup plus compliqué parce que la définition n'est pas si claire que ça de qu'est-ce qu'une maladie chronique. Je peux vous rassurer en vous disant que pour l'ensemble des maladies de l'enfant, il y a des comités en cours cette semaine, des discussions entre les pédiatres des 4 centres hospitaliers universitaires pour s'entendre sur des définitions semblables partout. Sur dire qu'est-ce qu'on va recommander, qu'est-ce qu'on va recommander aux familles. Vous comprenez que l'école ne sera pas obligatoire de toute façon. Donc, si vous avez un enfant qui a potentiellement une maladie chronique en général, si vous préférez le garder à la maison, il n'y a aucun problème.
Mais il y a des situations où des parents ont des difficultés financières, où ils ont leur propre entreprise, ou plein d'autres situations pour lesquelles les parents doivent aller travailler. Il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité non plus de ce côté-là. Je pense que c'est important que si vous croyez que votre enfant va très bien, puis que ça va, c'est nécessaire pour vous d'aller travailler, ou que votre enfant a des difficultés scolaires importantes puis qu'il va très bien, vous pouvez choisir de l'envoyer s'il y a lieu. Vous pourrez en discuter avec les membres de votre clinique si vous avez des doutes, si vous avez une incertitude, mais c'est un peu ça le cas. Il n'y a pas de doute que la fibrose kystique est une maladie chronique. Donc, si vous choisissez de ne pas envoyer votre enfant à l'école, et puis de toute façon, comme ce n'est pas obligatoire, c'est assez simple, ce qui va rester à discuter, à réfléchir dans tout ça, c'est on veut s'assurer que les employeurs n'exigeront pas nécessairement de papier de preuve que vous avez un enfant avec une maladie chronique, qu'il n'y aura pas de déchirement sur ces situations-là, parce que ça va devenir compliqué à gérer. Mais ça, on attend encore beaucoup d'informations là-dessus du gouvernement d'ici les prochains jours. Puis, il va y avoir des comités au moins pour discuter de comment le fonctionnement devrait être fait. Mais je pense que la première chose à retenir, c'est que l'école, effectivement, ne sera pas obligatoire au primaire, la garderie ne sera pas obligatoire. Ça a été bien clairement dit que vous ne perdrez pas votre place en garderie non plus si vous avez des inquiétudes de ce côté-là, mais que si vous penchez un peu dans la balance parce que c'est nécessaire pour vous de retourner travailler, bien, vous pouvez en discuter avec nous. Je pense qu'il n'y a pas tant d'informations que ça. Entre autres, on en a discuté tantôt sur la fibrose kystique et les COVID-19 chez l'enfant. Chez la majorité de nos patients d'âge primaire vont très bien, ont des fonctions respiratoires normales, mais il y a des exceptions. Fait que dans certains cas, on peut vous rassurer si c'est nécessaire pour vous de retourner au travail. Je peux peut-être juste ajouter pour les parents d'enfants sains, mais les parents qui ont un des deux parents qui a la fibrose kystique, ce qu'on voit de plus en plus, nos adultes ont des belles familles, et puis c'est beau à voir, puis ça va toujours augmenter ça avec le temps parce que les choses vont de mieux en mieux. Il reste que c'est un stress énorme pour certaines personnes de savoir est-ce qu'ils peuvent retourner leurs enfants qui sont en parfaite santé, qui apprécieraient de retrouver les professeurs puis de jouer avec les amis, pas trop proches, par exemple. Mais c'est sûr que puis il y a des contraintes aussi par rapport au travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, des gens qui sont porteurs de fibrose kystique, qui ont des enfants et qui travaillent. Donc, ils ont des contraintes financières aussi, qui ont besoin ils ne veulent pas perdre leur emploi. Donc, effectivement, il y a effectivement un dilemme. Si on suit les consignes qui ont été énoncées hier, on ne retournerait pas nos enfants à l'école. Mais en même temps, la fibrose kystique, c'est une maladie chronique, mais il y a beaucoup de variantes dans la fibrose kystique. On le voit chez nos adultes. On a des adultes qui sont plus atteints. La décision est un petit peu plus facile à prendre. Non, on ne retournera pas nos enfants pour risquer notre santé. D'autres personnes ont une forme très légère, un peu de rhinosinusite une fois par 2 ans. Mais ça s'appelle quand même une forme de fibrose kystique. Alors, je pense que le mieux, c'est comme Patrick nous le dit, c'est de consulter vos directeurs de clinique, l'équipe d'infirmières qui va consulter le médecin. Je pense qu'il n'y a pas de réponse qui est toute prête pour tout le monde. C'est clair que les gens qui ont un VMS inférieur à 60 % qui font fréquemment des exacerbations, ce n'est pas la même circonstance. Puis là, la décision est peut-être un petit peu plus de pencher vers la prudence. Puis quelqu'un qui n'est pas rassuré, puis qui n'a pas de pression financière pour retourner au travail, qui n'a pas d'autre pression, je pense que c'est plus prudent de suivre les instructions qui nous ont été données. Mais je pense qu'il y a des exceptions, puis ça se discute. Puis on a la même réflexion face à la fratrie des enfants atteints de fibrose kystique. C'est exactement le même processus. Donc, on a des patients qui ont la fibrose kystique et qui ont 2 ou 3 frères et sœurs qui n'ont pas la fibrose kystique. Et il y a eu des questions à savoir, est-ce qu'on envoie les frères et sœurs? Ça devient exactement la même réflexion. Si il n'y a pas d'obligation, c'est des
c'est des enfants qui n'ont aucune difficulté scolaire, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Ça peut être, on peut se dire, OK, ben peut-être que ce n'est pas nécessaire d'y retourner, mais si on a un enfant qui a la fibrose kystique qui est en pleine forme, qui va très, très bien, qui a un VMS près de normal ou près de la normale, je crois que quand même, il faut peser les pour et les contre, comme Dr. Canté vient d'expliquer. Et idéalement, mais tout ça va varier aussi en fonction, j'imagine, du patient, de son typage aussi génétique dans tout ça. Ces degrés de sensibilité-là peuvent varier. Donc, est-ce qu'on parle que l'idéal, dans le doute, on consulte son équipe de soins? Oui, c'est ça. Les sévérités des maladies sont en lien avec le génotype en partie. Mais c'est complexe. Chaque personne est un individu avec une constitution particulière et même deux personnes qui ont le même génotype peuvent avoir une évolution complètement différente. Donc, c'est nécessaire de personnaliser les conseils. Puis la meilleure personne, c'est votre soignant dans votre clinique. C'est certain que de notre côté, on va vous aider à peser les pour et les contre. On va pouvoir vous conseiller, mais je pense qu'on n'aura pas de réponse à 100% certaine. On ne peut pas vous donner de garantie hors de tout doute qu'il n'y aura pas de problème. Puis on ne peut pas vous garantir non plus que si vous restez à la maison, vous ne l'attraperez jamais puis que ça n'arrivera pas en septembre. Donc, il faut qu'on va vous aider à dire à vous aider à tout réfléchir sur les pour et les contre, puis à vous conseiller dans la tendance que vous devriez prendre. Mais la décision finale va revenir en partie aussi. C'est un bon point, c'est que le retour à la normalité va devoir se faire un jour pour tout le monde. Il n'y a pas de presse présentement, puis on essaie d'y aller doucement, puis on essaie de voir comment ça va aller. Donc, il y a une fenêtre, une opportunité de dire, mais moi, je ne serai pas le premier, puis je vais regarder comment ça va, puis ça va super bien, mais je vais être rassuré d'arriver au mois de septembre. Il n'y a vraiment pas de réponse facile à cette question-là. On en a eu plusieurs des questions. Donc, puis j'en ai pris une en particulier, la question de Joanne qui disait c'est quoi notre signal? C'est quoi notre go, nous, à la communauté FK pour intégrer l'école? C'est la vaccination? C'est cette espèce d'immunité collective dont on nous parle tellement? On est comme des sprinteurs là, sur la ligne de départ. C'est quoi, nous, notre go? OK. Bien, dans un monde idéal, il y aurait déjà un vaccin puis un antiviral, puis on aura déjà assez de personnes qui ont vu le virus pour avoir une immunité générale. On n'a aucun de ces trois facteurs-là en ce moment. Si je les prends un après l'autre, le vaccin, il y a beaucoup de compagnies qui accélèrent le développement, mais présentement, il n'y a pas de vaccin, puis il est fort possible que les premiers vaccins soient des échecs. Je pense que de façon réaliste, ça peut prendre 1 an et plus pour avoir un vaccin. Il y en a qui parlent de l'avoir avant la fin de cette année. Si c'est le cas, ça va être le plus rapide qu'un vaccin ait jamais été développé au monde. Ça ne s'est jamais vu de faire un vaccin et le mettre sur le marché en moins d'1 an. Donc, le vaccin, c'est probablement pas prêt pour le mois de septembre. L'immunité, on a entendu beaucoup parler de l'immunité de groupe. C'est un concept qui est très valide en influenza, la grippe, par exemple. On sait que la différence entre une pandémie et une épidémie, c'est qu'une pandémie, c'est un microbe que personne sur la planète n'a jamais vu. Puis, donc, il n'y a pas d'immunité de groupe nulle part. Et ça fait le tour de la planète, peu importe la saison. C'est ce qu'on est en train de vivre depuis le mois de décembre. Et ça touche tout le monde, peu importe la saison, puis c'est un très haut taux d'infection. Il n'est pas connu, on ne sait pas encore si le coronavirus va avoir un cycle de vie qui ressemble à l'influenza, puis de revenir à chaque année. Il y a déjà eu d'autres coronavirus dans le passé, le SRAS à Toronto en 2002, le MERS qui est au Moyen-Orient en 2012. C'est des coronavirus et c'était différent. Il n'y avait pas la même mortalité, il y avait un haut taux de mortalité, plus haut que maintenant. Mais ces virus-là ont disparu pendant quelques années. Donc, on ne sait pas quelle sera l'évolution. Les experts croient qu'on va être obligé de vivre avec ce virus-là. Donc,
On ne peut pas, je pense, c'est difficile de dire attendez l'immunité de groupe, parce que ça aussi, ça peut prendre 1 an, peut-être plus. Le vaccin peut prendre 1 an. Il y a de l'espoir sur les médicaments. Il y a des recherches qui se font. C'est difficile. Je ne vous dirais pas que c'est facile. Il y a plusieurs médicaments qui ont échoué déjà, puis qu'on pensait qu'ils seraient un succès. Mais j'ai confiance qu'il y a tellement de gens qui font de la recherche qu'on devrait, dans de peut-être 6 mois, 1 an, avoir un médicament qui diminue le taux de mortalité, puis qu'on soit plus rassuré de se mettre à risque. Présentement, la seule chose qui peut nous dire le go, c'est go, let's go, puis retournons à l'école et tout ça, c'est de suivre l'évolution épidémiologique, c'est-à-dire la santé publique qui nous disent bien, il n'y en a pas d'éclosion, il n'y en a pas plus, donc on est encore correct, on maintient le cap. Et d'être très conscient de ça. Et le jour où on va dire non, c'est pas possible, il y a eu trop de cas à Québec, il y a eu trop de cas à Sherbrooke, il y a eu trop. On ferme, d'écouter les consignes encore une fois. Fait que c'est ça notre seule protection pour l'instant. C'est pas rassurant, mais on est obligé de se fier beaucoup, beaucoup à ce qu'on nous dit à la santé publique pour les prochains mois. Effectivement, pour l'immunité collective, je pense qu'un des éléments, c'est qu'on ne sait pas si une fois qu'on le fait, ce coronavirus-là, est-ce que ça nous donne une protection à court terme, à moyen terme, à long terme? Est-ce qu'on est à risque de refaire ce virus-là? Pour l'instant, il n'y a pas de données là-dessus. Puis, est-ce qu'il y a une certaine protection? La vaccination, c'est le même principe, c'est-à-dire que une fois que le vaccin va être produit, son taux d'efficacité ne sera pas connu immédiatement. Ça va être à force de voir et de dire « Ah, il y a quand même des petites éclosions, il y a un 10 ou il y a un 20 de gens qui le font malgré la vaccination », mais c'est le temps qui va dire si le vaccin est efficace. On va avoir fait un projet de recherche puis avoir déterminé sur des petites quantités de monde l'efficacité, mais ça va être vraiment plus avec un certain recul qu'on va savoir l'efficacité d'un vaccin éventuel. Puis pour la question du go, comme le Dr Quentin dit, je pense qu'il faut comparer ça à si on n'est pas un très bon nageur, on n'est pas le premier à devoir se lancer dans la rivière nécessairement. Tu sais, c'est correct de regarder les autres patauger, puis ah oui, c'est correct, ça n'a pas l'air profond, l'eau a l'air bonne, ça a pas l'air, le courant n'a pas l'air trop fort, c'est correct qu'on va y aller. C'est un peu le même principe. C'est de voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, puis se dire, OK, ben l'eau a l'air bonne, donc on peut y aller tranquillement, puis de voir comment ça va se passer. On se trempe les orteils, puis on y va doucement. En effet. Vous avez parlé de pourcentage, là, puis le monde aime ça, les pourcentages. C'est tangible, un pourcentage. Puis surtout quand on parle de cette espèce d'immunité collective-là, il y a comme un seuil à atteindre pour dire collectivement, nous allons être mieux outillés pour faire face aux éclosions qui suivront. Mais le commentaire qu'on a reçu à travers plusieurs questions, c'est « Mais si je n'ai pas le goût de faire partie de cet exercice d'immunité collective, qu'est-ce que je fais? Je reste isolé ad vitam aeternam? » Bien, comme vous avez entendu, il y a quand même beaucoup de questionnements sur l'immunité collective. Il y a eu des mini-discussions entre les gens de la santé publique du Québec et du Canada sur l'existence réelle de l'immunité collective. Est-ce que c'en est une ou ça? Un virus de ce type-là, on s'attendrait à avoir besoin d'à peu près 60 à 70 des gens qui ont été infectés avant de penser que le virus ait plus de difficultés à se déplacer. Là. C'est comme ça crée une espèce de barrière, une espèce de champ autour du virus où le virus n'est plus capable de sortir parce qu'il y a trop de gens qui sont immunisés. Mais ne sachant pas encore si, une fois qu'on le fait, on est immunisé, c'est encore très difficile de parler d'immunité collective. Donc, je ne pense pas qu'il faut se fier là-dessus encore. Une fois qu'on aura un certain recul, probablement que les gens en Chine vont être les premiers à pouvoir nous le dire, les premiers qui ont été atteints, que quand le virus revient dans ce coin-là, est-ce que les mêmes gens le refont ou non? On va pouvoir avoir une meilleure idée du degré d'immunité, puis à savoir si c'est valide, cette réflexion-là. Mais une fois qu'on le sait que oui, une fois qu'on le fait, on ne le fera pas tout de suite, bien oui, effectivement, il se développe une certaine quantité de gens qui peuvent nous protéger du déplacement du virus entre les gens. Moi, j'ajouterais peut-être que le concept de l'immunité collective a été apporté parce qu'on ne peut pas nier que certaines de nos autorités provinciales ont apporté ce concept-là, mais puis l'ont fait de bonne foi. Ça n'a pas été du tout de façon à essayer de tromper la population ou d'utiliser la population comme cobaye.
Mais je pense que dans cette condition, dans le COVID, dans le coronavirus, on apprend beaucoup tous les jours. Et il y a des gens qui en connaissent plus que nous. Puis nous, on est obligé de donner des réponses parce qu'on est en avant des 8 millions de Québécois, puis on a besoin de parler. Puis, fait que, il faut être prudent. Je ne pense pas qu'il y ait d'expérience ou c'est pas une recherche qui se fait puis dire on va essayer ça, d'immuniser les gens collectivement. Je suis au courant, comme tout le monde, qu'il y a eu déjà il y a un pays, pour ne pas le nommer, qui est la Suède, où on a eu cette attitude-là dès le début. Puis on a dit on ne fera pas de confinement et tout ça. Alors, ce que ça a eu comme impact, c'est qu'il y a beaucoup plus de mortalité par million de personnes en Suède qu'il y en a au Danemark ou en Norvège, où ils ont fait le confinement. Mais tous ces pays qui ont eu cette attitude-là de dire on va confiner ou pas confiner, un jour vont être obligés de déconfiner. Puis ce n'est pas l'immunité collective qui va nous dicter si on déconfine. C'est pas pour dire maintenant on va déconfiner pour bâtir notre immunité collective. Ça a été dit. Ça a été un peu dédit. Après ça, les politiciens puis les gens ont dit bien, finalement, on ne sait pas. Mais ce n'est pas ça le but de déconfiner, c'est qu'il y a beaucoup d'autres impacts sur la santé des familles. La santé, ce n'est pas juste physique, c'est psychologique, financière, sociale et tout ça. Donc, il y a énormément d'impacts aussi pour des enfants qui ne vont pas à l'école. Certains enfants que c'est un grand bien, pas juste pour apprendre, mais pour leur santé en général, d'aller à l'école. Donc, il y a beaucoup de facteurs et je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, c'est une opinion, plus qu'un fait que je vais vous dire là, mais je ne pense pas que les décisions soient prises en fonction de faire une expérience à la population. C'est vraiment une question d'essayer de faire la meilleure chose pour l'ensemble de la population. Mm-hmm. Puis l'immunité collective, c'est un concept qui est très embryonnaire, là. On ne peut pas baser aucune décision sur ce concept-là. Mais comme Dr. Quentin mentionne, c'est important de penser qu'effectivement, il y a d'autres composantes à la santé. Puis ça, quand on enseigne à nos étudiants en médecine en 2020, on leur dit que la santé, oui, il y a une part de santé physique, mais la santé mentale, la santé, le confort, etc., l'hygiène, surtout des éléments qui sont importants dans la santé globale de la personne. Donc, je pense que c'est important de dire qu'il faut s'occuper des autres composantes, notamment pour certains groupes d'enfants qui ont besoin de sortir de chez eux pour leur apprentissage, pour leur stimulation, etc., en les mettant peu à risque dans la plupart des cas. On a parlé beaucoup des enfants, puis il y a aussi tous nos jeunes adultes. Donc, eux ont reçu le message hier en début d'après-midi que les écoles secondaires, les cégeps, les universités, ça n'ouvrira pas d'ici la prochaine rentrée. Lorsque ça va recommencer, ce serait quoi pour cette population, les principales précautions d'usage à prendre pour réintégrer leur cursus scolaire ou leur cursus universitaire? Pour les jeunes adultes, adolescents, jeunes adultes, je pense que il y a des fortes chances que ça ne soit plus les mêmes scénarios qu'on connaissait auparavant. L'enseignement va peut-être sûrement avoir changé, au moins pour la session d'automne. Il est peu probable que des groupes, des fois, il peut y avoir 300 élèves, 400 élèves dans une grande classe. Je pense que ce modèle-là, on ne le verra peut-être pas au mois de septembre. Il va y avoir la reprise d'enseignement avec des gens en classe, je crois, mais ça va être avec beaucoup de précautions qui vont faire, puis il va y avoir beaucoup plus d'utilisation du virtuel, de l'enseignement virtuel, puis des travaux qui vont être faits à distance. Ce qui va dicter combien qu'on fait en personne, puis combien qu'on fait par ordinateur ou en télécommunication, ça va être comment ça aurait été cet été, quelle aurait été l'évolution, puis quelle est l'évolution de la science aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de milliers de scientifiques à travers le monde là, qui
bûche là-dessus. Là. Il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour découvrir des antiviraux, des vaccins, mieux comprendre la maladie, l'histoire naturelle, des épidémiologistes qui vont prendre en note tout ce qui se passe dans chaque pays, la contagiosité qui va persister ou s'estomper. Donc, on va avoir passablement plus d'informations dans 3 mois pour préparer la rentrée des secondaires, du cégep et des universités. Puis, c'est certain que les adolescents, les jeunes adultes, je crois qu'ils ont quand même une meilleure capacité de réussir à apprendre à l'écran si nécessaire pour une période. Donc, c'est pour ça, je pense c'est comme ça que ça a été réfléchi aussi, là, de permettre aux gens en disant, OK, ben, je pense que dans la plupart des cas, ça a l'air de bien se passer. Le terrain a été testé un peu dans les dernières semaines. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où ça fonctionne. Mais malheureusement, c'est sûr qu'il y a des laissés pour compte, puis il y a des gens qui ont des difficultés scolaires, ça ne suffit pas par écran. Donc, il va falloir être capable de leur donner un enseignement supplémentaire un à un pour réussir à les aider à rattraper parfois dans certains cas. Et dans certaines familles, bien, il n'y a pas accès à l'Internet, il n'y a pas nécessairement d'écran, tout ça. Je pense que le gouvernement l'a annoncé qu'il essaierait de faire des prêts de tablettes, de s'assurer que les gens puissent avoir un accès à Internet, puis à des tablettes ou à des ordinateurs pour pouvoir poursuivre leur scolarité quand c'est nécessaire. Parlons masque. Retour à la vie publique veut dire aussi mesures de protection. On entend du pour, on entend du contre, on entend du détachement, on entend plein de choses. Et plusieurs questions nous ont été posées à cet effet-là, dont celle de Sandra, qui, elle, était très spécifique, à savoir quel type de masque on devrait, si on est atteint par la maladie, acheter en vue des prochaines sorties, en vue de notre déconfinement, là, pour pouvoir peut-être prendre des mesures de protection additionnelles si on va en public. Donc, il y a 2 objectifs au masque. Un, c'est de vous protéger et l'autre objectif, c'est de protéger les autres personnes contre vous. Il faut comprendre que, pour simplifier, il y a 2 modèles. Il y a plus que 2 modèles, mais je vais simplifier ça en 2 modèles de protection. Il y a le modèle qui vise particulièrement à vous protéger parce que vous êtes dans une zone de haute densité de virus. Je vous donne un exemple extrême. Si vous travaillez comme préposé dans un CHSLD, puis qu'il y a 50 cas de patients qui sont sévèrement atteints, comme on entend parler malheureusement à Montréal, surtout, et qu'il y a un haut taux de mortalité, ces gens-là, on dégage une quantité phénoménale de virus à chaque respiration. Donc, juste le fait de rentrer dans la chambre de quelqu'un comme ça, vous avez des risques qui dépassent le 30 % d'attraper la COVID. C'est une situation extrême. Si vous faites une bronchoscopie ou si vous intubez un malade aux soins intensifs, vous êtes infirmière, vous êtes inhalothérapeute. Donc, toutes ces circonstances-là, tous ces gens-là doivent porter un masque qui les protège. C'est un N95 qui est assez... Les trous sont assez petits pour filtrer l'air pour que les virus ne puissent pas atteindre vos voies respiratoires. Puis en plus, vous portez les lunettes ou la visière parce que le virus peut rentrer par les yeux. Donc, ça, c'est je dirais, tous les gens qui travaillent dans un milieu de soins de longue durée, qui sont au contact d'une personne qui est infectée ou qui ont à faire de la réanimation ou de l'intubation, bloc opératoire, la salle d'urgence, ça prend des N95, ça c'est certain. Tous les autres, si vous avez à sortir faire votre épicerie, vous avez de la fibrose kystique, vous sortez faire l'épicerie, on recommande maintenant que tout le monde qui se rend dans un lieu public, qu'il soit malade ou pas, qui a la fibrose kystique ou pas, qui porte un masque. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le plus possible d'avoir des postillons qui se propagent dans l'environnement. Donc, tout le monde, quand on parle, on postillonne un peu. Il y en a plus que d'autres, mais on postillonne tous. Tout le monde tousse, tout le monde éternue. Il y en a qui vont tousser puis éternuer un peu plus. Si on a une maladie chronique comme la fibrose kystique, on va tousser plus. Donc, il y a plus de risque de propager nos postillons puis qu'il y a quelqu'un qui les attrape. Donc, on doit, à ce moment-là, soit mettre un masque de papier, pas le N95, mais un masque de papier, ou si on n'en a pas, on peut mettre un masque en tissu qui est fabriqué maison,
ou qu'on a acheté, il ne nous protège pas tant que ça, ce masque-là. Okay? Ce n'est pas pour nous protéger tant que pour protéger les autres. Mais si tout le monde fait la même chose, on va nécessairement être protégé parce que tout le monde fait en sorte qu'il ne se tienne pas. Donc, c'est ça, c'est une longue réponse, mais pour dire qu'il y a deux objectifs, puis il y a deux types de masques. Puis, tous les masques, effectivement, il y a eu des instructions qui ont été indiquées sur le type de masque en tissu qui peut être utilisé, etc. Je voulais juste faire un peu accrocher un demi-sujet là-dessus. Quand le docteur Quentin mentionne les techniques qui peuvent rendre le virus dans l'air, comme une intubation, comme entouré de patients qui ont le COVID, il y a certains exercices respiratoires que nos patients de fibrose cystique font qui peuvent expectorer beaucoup de virus dans l'air si le patient a la COVID. Ou si vous avez d'autres virus. Donc, je pense que des appareils pour respirer la nuit, comme des CPAP et des BiPAP, qui sont essentiels pour de nombreux de nos patients, notamment adultes ou des patients qui ont d'apnée du sommeil, ça peut faire déplacer du virus. Donc, soyez prudents quand même envers les gens qui vous entourent pour quand vous faites vos traitements. Peut-être s'assurer que vous faites attention aux gens qui vous entourent, surtout si vous avez des personnes âgées avec vous dans la maison où vous habitez. Tout ça, je pense que c'est des choses que vous devez faire peut-être de votre côté dans une pièce à part pour permettre, entre autres, aux personnes âgées de ne pas attraper des virus ou des choses comme ça que vous pourriez disperser dans l'air en faisant certains exercices de physiothérapie respiratoire qui sont essentiels à votre santé. Un dernier mot juste pour les N95, parce qu'on pourrait se dire, avec la réponse du docteur Quentin, je vais m'acheter un N95 puis je vais me protéger. C'est juste qu'ils sont très difficiles à trouver, les N95. Il y a une certaine rareté, moins qu'avant, mais quand même assez rare. Et c'est des masques qui deviennent inconfortables. Donc, on va avoir tendance à le bouger, puis de vouloir l'enlever. Et à ce moment-là, s'il y a le virus sur le masque, on vient de se contaminer. Fait qu'il faut juste faire attention de ne pas mettre trop notre confiance dans un N95 pour des raisons pratiques, là. Puis un vrai N95 est vraiment ajusté à notre grandeur. Donc, il y a certains modèles, certaines tailles, puis vraiment, ça doit être testé pour voir si c'est vraiment efficace, etc. Donc, c'est quand même un processus assez complexe pour déterminer qu'un N95 est vraiment efficace dans ce cas-là. Puis effectivement, c'est rapidement inconfortable à porter, là. C'est comme respirer avec les mains comme ça ici constamment, là. C'est vraiment pas facile à porter pendant une longue période. C'est pas recommandé non plus. Non plus. Donc, je pense qu'on a le temps encore pour une petite dernière question. Une maman FK qui s'interroge sur, elle a 2 enfants, dont un qui est présentement traité grâce à des modulateurs de dernière génération et un qui ne l'est pas. Elle se pose la question, est-ce que mon enfant qui est sur les modulateurs est mieux outillé que celui qui ne l'est pas pour faire face à cette nouvelle réalité, hein, de la COVID ou des infections saisonnières à répétition comme ça? Mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de données pour pouvoir dire ça. C'est certain que les modulateurs ont tendance à rendre les sécrétions un peu plus claires, un peu plus faciles à déplacer. Donc, possiblement que le virus pourrait s'accrocher un peu moins, mais il y a tellement peu d'informations sur la façon que le virus interagit avec les sécrétions des patients de fibrose kystique ou avec les récepteurs des cellules des patients de fibrose kystique. C'est très, très difficile de répondre plus précisément à cette question-là. Je ne sais pas, Dr. Quentin, avez-vous quelque chose de plus que vous pourriez ajouter à ça? Je pense que c'est l'inconnu. On pourrait penser, ce que je veux dire, c'est pas connu, mais l'hypothèse pourrait être émise que le mucus empêche le virus de coller sur des bronches. Peut-être que le mucus est bénéfique pour éviter l'infection à la COVID. On ne sait tout simplement pas. Mais chose certaine, si vous avez des médicaments qui sont prescrits pour le bien de la fibrose kystique, il faut les prendre. Il ne faut pas faire des expériences et dire, bon, mais ça va être mieux pour laisser le mucus. Non, il faut traiter comme on traiterait optimalement notre fibrose kystique. C'est le meilleur conseil. Et est-ce que vous avez ressenti les pompes pour l'asthme? Est-ce que vous avez ressenti... Ça inclut les pompes pour l'asthme aussi. Tout médicament confondu, est-ce que c'est un défi plus que d'habitude en ce moment, le principe d'adhésion au traitement? Pour l'instant, non. Les gens sont en général, avec la fibrose kystique, les gens sont très disciplinés. Il n'y a pas eu de pénurie majeure à part le Ventolin, mais même ça, ce n'était pas une pénurie majeure. Donc, jusqu'à date, ça va bien, là.
En fait, j'ai l'impression que nos adolescents, avec tout ce qui se passe, qui sont plus à la maison, ont l'impression qu'ils nous racontent tout ça. Oui, là, j'ai le temps, fait que je fais vraiment tous mes traitements parce que justement, là, j'ai le temps le matin pour le faire, etc. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un peu plus d'adhésion. On pourra peut-être mesurer ça un jour. Bon, magnifique. Écoutez, il est maintenant 20 heures, donc ça fait le tour de notre heure. Je vais rapidement conclure. Bien, premièrement, en remerciant notre auditoire. On est maintenant 84 en ligne. On a atteint, je pense, un nouveau record. Et ça, bien, c'est simplement le reflet de la pertinence de l'exercice de ce soir pour notre communauté. Donc, Dr. Quentin, Dr. Daigneault, merci infiniment pour votre temps, votre savoir, d'avoir pris le temps parfois de répondre à des questions qui, malheureusement, vous l'avez indiqué, il n'y a pas de réponse. Parfois, on est dans le gris, on n'est pas dans le noir et dans le blanc. Parfois, vous répondiez avec conviction sur les sujets. C'est exactement ce que notre communauté avait besoin pour pouvoir peut-être mieux se faire une tête sur les différents défis que présente la nouvelle réalité associée à la COVID-19 pour nos familles FK. Donc, en conclusion, je vous dirais que c'est encore une fois une fraction des questions qui ont été posées ce soir. On les avait rassemblées, on les a fusionnées, mais il y en a beaucoup qui tombaient du domaine du personnel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transmis ces questions-là à notre ligne d'information patient. Et avec l'équipe, on prendra contact avec vous au cours des prochains jours pour être sûr qu'au moins votre requête ne tombera pas dans l'oubli. On n'a pas nécessairement réponse à tout, un peu comme nos conférenciers de ce soir nous l'ont dit, mais au moins on peut vous orienter vers les bonnes ressources. Parlant de ressources, je vais conclure en vous partageant le site de Fibrose Kystique Canada. Allez-y, allez dans la section qui est destinée à la COVID-19. Vous ne pouvez pas la rater dès que vous vous présentez sur le site fibrosекystique.ca. Dans le bandeau principal, ça saute aux yeux. C'est une section qui est dédiée, ça couvre l'ensemble des sujets pertinents. Il y a une question-réponse où les questions les plus fréquemment posées ils sont résumés. Il y a aussi des sections qui sont filtrées par province, par clientèle. Il y a aussi une section pour les proches aidants. Et tout ça relaye dans des organismes tiers partenaires et officiels qui font en sorte de vous rapporter une information qui est juste, une information qui est vérifiée, une information qui est à jour. Et ce, c'est pas statique, ça évolue dans le temps. Donc, votre question d'hier, comme on vous l'a dit, n'aura peut-être pas la même réponse aujourd'hui que dans 2 semaines. N'hésitez pas. Si jamais vous ne trouvez pas nécessairement ce que vous cherchez, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Nos coordonnées sont sur notre site web. Vous pouvez aussi nous contacter par courriel. Ça va nous faire plaisir de donner suite à vos questions. Donc, écoutez, c'est tout le temps que nous avions ce soir. Avoir des commentaires positifs là, dans la section des questions. Je pense que ça a encore été un webinaire qui a su remplir sa mission. Donc, encore merci, Dr. Daigneault, Dr. Quentin. Merci aussi à vos collègues et confrères du réseau et aux autres équipes de soins à travers la province qui continuaient d'être au rendez-vous au quotidien pour nos familles FK. Merci à Catherine et à l'équipe de communication là, de notre bureau chef pour l'organisation du webinaire. Vous allez pouvoir revoir, cette fois-ci, si la technologie est de notre côté, l'ensemble de la séance sur la chaîne YouTube de Fibrose Kystique Canada au cours des prochains jours. Donc, notre prochain rendez-vous sera dans 2 semaines. Donc, d'ici là, bien, continuez de suivre notre fil d'actualité sur les médias sociaux ainsi que dans notre section dédiée à la COVID-19 sur notre site web. Dans 2 semaines, on sera au mois de mai, donc le mois de la sensibilisation à la fibrose kystique. Il y aura beaucoup de publications à cet effet. Donc, l'information que vous verrez au cours des prochaines semaines devrait être toujours d'actualité. Messieurs, un dernier mot? Dr. Daigneault? Je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié que vous organisiez ça. Je pense que c'est essentiel pour nos familles. Les familles, lâchez pas. On va vous soutenir, on va vous aider à passer à travers. Puis, c'est sûr qu'on vogue tous dans l'inconnu avec cette situation-là.
on se tient au courant, on écoute, voir comment ça se passe. Puis, j'encouragerais les familles, s'il y a des gens qui veulent faire des dons à Fibrose Kystique Canada, vous imaginez que toutes les fondations comme Fibrose Kystique Canada en ce moment, c'est plus difficile de ramasser de l'argent. Il y a plein d'activités de financement qui n'ont pas lieu à cause de ça. Donc, si c'est possible pour vous, des gens de votre entourage, de donner, je pense que c'est important parce que c'est grâce à Fibrose Kystique Canada qu'on peut avoir des séances d'information comme celle-ci. Merci beaucoup, Dr. Daigneault. Dr. Quentin, un dernier mot? Oui, je veux vous dire, je vous trouve courageux, tout le monde qui est en ligne, tout le monde qui vient à nos cliniques. Je vous félicite de votre patience dans ces temps difficiles, puis on a hâte de vous revoir en santé. Donc, écoutez, ça sera tout pour ce soir. Bonne fin de soirée à tous et n'hésitez pas à nous joindre au besoin. Au revoir. Merci. Merci.